Bonjour Brice Teinturier. Bonjour. Vous avez publié hier, à 3 jours du premier tour des législatives, la dernière enquête électorale d'Ipsos pour Radio France notamment. On va prendre le temps de décortiquer ce sondage qui place le RN en tête avec 36% des intentions de vote, si on y ajoute les LR qui ont rejoint le Rassemblement national, à 3 points donc du nouveau Front populaire. Est-ce que tout est déjà joué, déjà figé? À plus que 3 points du nouveau Front populaire, mais qui est à 29%. Oui, c'est vrai. Donc le bloc RN est à 7 points de plus que le nouveau Front populaire et c'est beaucoup. Non, tout n'est pas joué parce que c'est une élection à 2 tours, parce que nous aurons très probablement dès dimanche soir un nombre spectaculaire de triangulaires, mais qui peuvent ensuite fondre dans les 48 heures en fonction des retraits qui interviendront ou pas, notamment du candidat qui aurait été en 3e position. Combien de Donc, il y a triangulaires encore par beaucoup exemple? d'incertitudes. En fonction du niveau de l'atterrissage final de la participation, si on est à 63% ou dans cette zone-là, on peut avoir jusqu'à 250 environ, il faut dire environ, triangulaires. 250 versus 8 lors des législatives de 2022. Donc ça va être un effet spectaculaire et tout à fait spécifique qu'on n'avait pas connu depuis extrêmement longtemps. Et qu'est-ce qu'elles peuvent changer, ces triangulaires pour le Rassemblement national? Est-ce que ça peut avoir un impact sur une potentielle majorité absolue du RN? Ça peut jouer si le Rassemblement national n'est pas, et ça ne sera pas le cas malgré tout, systématiquement en tête, et si, deuxième condition importante, vous avez un retrait du 3e, qu'il soit ensemble ou le bloc de gauche, avec des reports qui à ce moment-là interviendraient à un niveau moins mauvais qu'en 2022, parce qu'en 2022 le Front républicain n'avait pas été très brillant, mais en 2022 il n'y avait pas, aux yeux des électeurs de gauche, l'imminence d'une accession au pouvoir du Rassemblement national. Donc là vous pouvez avoir un certain nombre de conditions qui s'ajoutent et qui viennent limiter un certain nombre de victoires du RN, mais vous m'embarquez sur le second tour déjà. Il faut qu'on attende les résultats du premier tour, les triangulaires, leur nombre et les consignes ou les retraits surtout des différents candidats. Et on va rentrer dans les ressorts du vote des Français pour le RN notamment. Mais d'abord, un état des forces. En face de ce bloc RN dominant, il y a la gauche qui progresse dans les intentions de vote, donc à 29%. Est-ce que ce bloc de gauche pourrait créer la surprise, doubler le RN ou talonner le RN? La gauche progresse un petit peu par rapport aux législatives de 2022 et pas par rapport aux résultats des européennes d'il y a 3 semaines, puisque là, le total des gauches était plutôt proche des 32%. Donc on a un niveau du bloc de gauche qui reste un niveau pas si important que cela. Et surtout, c'est l'écart avec le bloc RN qui est important. Et c'est lié à quoi, ça, selon vous? Pourquoi ils font pas autant que les européennes? Il y a un tout petit tassement, puisqu'on était plutôt à 32% aux européennes, il y a une déperdition. C'est lié principalement au fait que les électeurs qui ont voté pour Raphaël Glucksmann, une partie de ces électeurs-là, environ 20%, refusent cette alliance avec la France Insoumise notamment, et donc repartent vers un candidat Renaissance. C'est pour ça que si vous prenez les européennes comme point d'analyse, eh bien vous passez de 14,5 pour Renaissance à aujourd'hui 19 sur les 5 points de gain, 4,5, 5 points de gain. Vous en avez 3,5 qui proviennent de ces électeurs socialistes qui refusent l'alliance avec la France Insoumise. Quel est dans ce cas, Brice Teinturier, l'enjeu pour le nouveau Front populaire pour arriver en tête dimanche soir? L'enjeu, ça serait qu'il y ait des retraits, donc ça ne dépend pas que de lui, dans un certain nombre de triangulaires et des appels suivis par les électeurs, ce qui est une autre paire de manches. Des appels à des reports importants sur le candidat qui serait le rempart contre le Rassemblement national. À ce moment-là, dans des circonscriptions où c'est lui qui serait en 2e position, c'est important. L'enjeu serait que la France Insoumise et la figure de Jean-Luc Mélenchon soient moins présentes, parce que c'est lui qui cristallise un certain nombre de rejets. Et puis ensuite, il faut une dynamique et un resserrement de l'écart entre le premier, le bloc RN, et aujourd'hui le 2e, le bloc de gauche. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, dans votre sondage, on le voit, ni Jean-Luc Mélenchon, ni François Hollande d'ailleurs, ne font rêver la gauche comme Premier ministre. C'est plus que cela. Jean-Luc Mélenchon atteint un niveau de rejet qui est extrêmement élevé. C'est lui qui cumule le plus de jugements négatifs, y compris au sein du bloc de gauche. C'est-à-dire que il est très répulsif à l'extérieur du bloc de gauche, mais même à l'intérieur de ce bloc, à part la France Insoumise,
y compris à la France Insoumise, on commence à voir une minorité d'ailleurs qui disent que ce ne serait pas une bonne chose qu'il soit Premier ministre. Mais surtout chez les écologistes et les socialistes, là il y a des jugements qui sont négatifs. Mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir un vote contre, un vote barrage anti-Mélenchon. Et est-ce que ça signifie que quand l'exécutif fait campagne sur les peurs, en renvoyant dos à dos le RN et les insoumis, l'extrême droite, l'extrême gauche, ça fonctionne chez les Français? Pour les Français, les deux peuvent agir, enfin une partie des Français, les deux agissent comme un repoussoir, ou il y en a un qui est même au-delà que l'autre? Jean-Luc Mélenchon est perçu comme plus Vous avez dangereux. deux mécanismes, je crois, dans cette élection. Il y a un mécanisme qui est un mécanisme d'espérance pour un certain nombre d'électeurs, et à commencer par ceux du RN. Ce sont les seuls qui, à propos de la dissolution, nous donnent des émotions positives, des jugements positifs, en nous mettant notamment en avant l'espoir. Et puis dans tous les autres électorats, vous avez beaucoup d'inquiétudes. Donc il y a à la fois une mécanique d'espérance et une mécanique de peur, oui, d'inquiétude, qui peut jouer contre, inquiétude vis-à-vis du Rassemblement national, et vis-à-vis du bloc de gauche, notamment avec cette idée que son programme économique, d'une part, serait totalement inconséquent et aurait des conséquences négatives, mais également en raison de la présence de la France insoumise et du type d'affrontement politique qu'elle a choisi d'adopter, de ses positions sur Gaza, de cette volonté de conflictualiser le débat public. Donc les deux inquiètent une grande partie des électeurs. Vous parlez de sentiments négatifs, 56% de sentiments négatifs, c'est ce qu'inspire cette dissolution. C'est beaucoup. Ça veut dire que les Français regrettent cette décision du président de la République, la déplorent? Alors c'est 56% au global, mais comme vous avez des électeurs RN qui eux l'approuvent, Or, quand les vous électeurs prenez RN. électorat par électorat, c'est bien plus que cela. Et oui, cette dissolution, elle n'est pas comprise d'abord. Quand vous les interrogez sur le premier terme qui arrive sur la dissolution, c'est incompréhension. Et ensuite, vous avez des éléments comme la peur qui apparaissent à un niveau élevé. Et là-dessus, ni la lettre ni les explications du chef de l'État n'ont été perçues positivement par les Français qui n'ont toujours pas compris pourquoi il avait appuyé sur le bouton de la dissolution. Alors on va justement parler de ces sentiments négatifs, on va parler aussi de ce qui pousse les Français à aller voter dimanche, les thèmes de campagne qui les intéressent avec vous, Brice Teinturier de Ipsos, dans quelques instants sur France Info, après le fil info à 8h40 avec Thomas Giraudot. À 4 mois de la présidentielle américaine, Donald Trump condamne les violences en politique. Elles sont totalement inacceptables, assure l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Mais il a indiqué lors du débat hier soir face à Joe Biden qu'il pourrait refuser de reconnaître le résultat du scrutin à l'automne prochain, comme lors de sa défaite en 2020. Asco Metal a besoin d'argent et vite. Le groupe sidérurgique n'a plus de trésorerie. Il est en redressement judiciaire. 800 emplois menacés. Le tribunal de commerce de Strasbourg se penche aujourd'hui sur la seule offre de reprise encore sur la table, celle d'un fonds d'investissement britannique. Il exige des financements publics pour reprendre les sites d'Asco Metal en Moselle ou encore à Saint-Étienne. Dans le Pas-de-Calais, 153 migrants ont été secourus. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre sur des embarcations surchargées. Les naufragés ont été pris en charge par les services de secours et la police aux frontières. Et puis Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard bien présents à Florence pour la présentation des équipes. Le Tour de France s'élance demain et pour la première fois d'Italie. Le Slovène remis après avoir contracté le Covid et le Danois double vainqueur en titre et là aussi présent après sa terrible chute en avril. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambré. Benjamin Fontaine. Toujours avec Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. On parlait à l'instant de la dissolution qui n'avait pas été comprise par les Français. C'est ce que montre votre dernière enquête Ipsos. Est-ce que, par conséquent, eh bien, il y a un vote sanction contre la majorité du fait de cette dissolution incomprise? Alors il y a un vote sanction antérieur à cette dissolution et qui s'est largement exprimé au moment des européennes. Donc oui, bien évidemment, un des moteurs de ce que nous voyons aujourd'hui depuis les européennes, mais de ce qu'on reverra ce dimanche, c'est un vote sanction à l'égard de l'exécutif. Dirigé prioritairement contre Emmanuel Macron, davantage que contre Gabriel Attal, mais qui à un moment donné se traduit sur l'ensemble des forces qui représentent Renaissance. Et peu vote par adhésion quand on décortique les ressorts du vote pour la majorité.
Beaucoup, 44% disent que c'est surtout pour faire barrage aux autres avant tout, plus que par adhésion à la Macronie. Oui, on a posé comme question, est-ce que vous votez pour la coalition pour laquelle vous votez par adhésion, pour faire gagner ce candidat et la coalition qu'il soutient, ou pour faire barrage à d'autres coalitions ou à d'autres candidats? Le résultat est assez spectaculaire. Chez les électeurs du Rassemblement national, c'est un vote d'adhésion massif, à 75%. Et tout est orienté de cette façon chez ces électeurs. Ils souhaitent massivement la victoire du RN, ils la pronostiquent, ils veulent une majorité absolue, etc. Chez les électeurs de Renaissance, c'est pas la même chose. Vous avez un vote d'adhésion qui tombe à 56% seulement, et à 44%, c'est pour faire barrage. C'est là où vous voyez les craintes. Alors, pour faire barrage, à qui? Ce qui est intéressant, c'est que les électeurs de Renaissance nous disent prioritairement au RN. Et ensuite, aussi, dans des proportions qui restent importantes, au bloc de gauche. Mais la hiérarchie n'est pas la même. Chez les électeurs de Renaissance, vous en avez 62% parmi ceux qui expriment un vote barrage, qui nous disent c'est contre le RN, et vous en avez 36% qui nous disent c'est contre le Front populaire, le nouveau Front populaire. Donc on voit bien que eux hiérarchisent malgré tout Contrairement le au danger président de la et au menace. Premier ministre qui hiérarchisent pas entre le RN et la France Insoumise. Oui, alors on est chez ceux qui nous disent je vote pour faire un vote barrage. Ouais. Il ne faut pas oublier malgré tout ceux qui ont un vote d'adhésion et qui peuvent avoir un jugement différent sur le niveau de menace. Pour en revenir peut-être aussi à la majorité, parce qu'on l'a très peu évoqué, ce score, ces intentions de vote en tout cas à 19,5, est-ce que c'est trop loin aujourd'hui pour remonter la pente? Pour remonter la pente, jusqu'où? Jusqu'à obtenir une Jusqu'à majorité obtenir en tout cas peut-être arriver au niveau du Rassemblement national ou au moins du nouveau Front populaire? Ça paraît quand même difficile en quelques jours là de gagner 6 points ou 7 points d'intention de vote. C'est énorme, hein, 6 ou 7 points. 1 point, 2 points, c'est toujours éventuellement possible. La vraie question, ça sera l'entre-deux-tours. Ouais. Est-ce que dans l'entre-deux-tours, quand les choses seront devenues extrêmement concrètes pour les Français dans leur circonscription, où ils auront l'offre de candidature, est-ce que là, il y aura à nouveau un sursaut de mobilisation et en faveur de qui jouera-t-il? On verra. On a quelques précédents dans l'histoire de la Ve République où le second tour vient fortement tempérer le premier tour. Brice Teinturier, on va revenir aussi sur ce qui motive les Français à aller voter. Une fois de plus, comme aux européennes, c'est le pouvoir d'achat. L'immigration sont loin devant. C'est deux thèmes qui sont assez présents. Oui, ça n'a pas varié, mais vous savez, il eût été étonnant qu'il varie en 3 semaines. Donc on a toujours comme moteurs principaux, même si l'élection n'est pas la même, la question du pouvoir d'achat qui taraude nos concitoyens, la question de l'immigration qui a beaucoup augmenté, notamment à l'occasion de la campagne des européennes, la sécurité aussi qui est présente, l'avenir des services publics. Et c'est tout cela qui, à un moment donné, se combine pour favoriser notamment un vote RN. Et pourtant, on a beaucoup parlé d'antisémitisme dans cette campagne, mais ce n'est pas un thème présent. Non, ce n'est pas un thème qui En tout cas, dans les questions que vous avez posées au sondé. On a des enquêtes qu'on réalise évidemment sur l'antisémitisme, sur le racisme, pour la CNCDH, pour d'autres organismes, et qui nous montrent bien que les stéréotypes anti-juifs sont toujours extrêmement présents, qu'ils se distribuent prioritairement chez les sympathisants RN, mais maintenant aussi chez une fraction importante du bloc de gauche, notamment sur le thème de la supposée double allégeance France-Israël. Et sur évidemment aussi le conflit à Gaza et les symétries qui ont pu ou les inversions de responsabilités qui ont pu être faites. Conflit à Gaza qui est en dernière position des préoccupations des Français. Mais ce n'est pas le moteur des préoccupations électorales des Français. C'est un point malgré tout, c'est un moteur important dans le seul électorat de la France insoumise, mais il joue dans cet électorat-là. Il a joué aux européennes. C'était le 3e ou le 4e motif de vote pour la France insoumise. Là encore une fois, on est dans une coalition et on est surtout sur un vote qui n'est pas un vote j'allais dire sans enjeu de pouvoir immédiat, mais c'est un peu ça pour les Français comme les européennes. Là, il y a un enjeu de gouvernance du pays et les Français l'ont totalement intégré. Brice Teinturier, 56% des électeurs de Jordan Bardella aux européennes l'ont fait par adhésion aux valeurs et aux idées que défend le RN. Ce que montre votre étude, est-ce que c'est que la contestation a
totalement laisser la place à l'adhésion pour le RN, ou c'est plus nuancé que ça? Non, moi ça fait déjà longtemps que je dis que le vote RN n'est plus un vote de seule contestation. Il y a eu une époque lointaine sous Jean-Marie Le Pen notamment, où des électeurs votaient pour Jean-Marie Le Pen tout en souhaitant qu'il ne soit pas élu président de la République. Là, on était dans le vote de mécontentement. J'instrumentalise une figure, une formation pour exprimer quelque chose, mais je ne souhaite pas l'installer au pouvoir. C'est terminé cette période-là. On est véritablement dans une adhésion aux thèses du Rassemblement national, dans l'idée que c'est lui qui serait le plus crédible pour améliorer la situation. Mais dans quelle thèse en l'immigration. particulier? C'est quoi leur moteur? C'est l'immigration? Il y a le pouvoir d'achat et l'immigration que vous retrouvez, mais l'immigration reste le marqueur prioritaire de l'électorat du RN. 77%. Et depuis longtemps, oui, C'était à 77% comme motivation du vote des Bien électeurs sûr. de Bardella. Et puis il y a maintenant cette idée que par rapport aux autres pays, aux autres formations politiques, il ferait mieux. C'est vrai pour l'ensemble des Français. Les Français nous disent que c'est plutôt le RN qui ferait mieux que Renaissance ou que le Bloc de gauche. Vous avez un autre phénomène qui joue chez les électeurs du RN et je trouve qui est très important, c'est qu'ils prêtent beaucoup moins d'attention aux questions de crédibilité budgétaire et économique. Pour eux, ce n'est pas quelque chose de décisif, alors que ça l'est pour les électeurs LR ou les électeurs Renaissance. Ce qui explique qu'ils passent sur les revirements, Exactement, le programme qui évolue, ça les dérange c'est pour pas. ça a très peu d'impact. Ça glisse sur ces électeurs-là. Alors, c'est pas négligeable malgré tout, encore une fois, dans des seconds tours, dans des logiques de report pour les autres électorats qui, eux, sont attentifs à ça, notamment Renaissance et les LR. Mais auprès des électeurs RN, une contradiction ou une évolution même majeure sur une dimension économique du programme du RN, ça ne joue pas vraiment, ça glisse. Donc finalement, c'est pas vraiment le programme qui intéresse les électeurs. Ce sont les idées générales pour les électeurs du RN. Ce n'est pas le détail de telle ou telle mesure. Ça peut évidemment, sur des mesures symboliques extrêmement puissantes, jouer, notamment l'énergie, le coût de l'électricité ou la question des retraites. Mais globalement, c'est plutôt une demande d'ordre et d'autorité, il ne faut pas l'oublier, la question de l'immigration et un certain nombre de grandes idées très générales et sans rentrer dans le détail de leur faisabilité. Et est-ce que aujourd'hui, les personnes que vous interrogez sont plus désinhibées par rapport au vote RN? Parce que on sait que pendant longtemps, vous avez justement un peu été obligé de surévaluer ce qu'on vous disait. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Non, mais ça fait depuis longtemps que ce vote, dans sa transformation d'un vote d'adhésion, c'est aussi désinhibé. Il est de moins en moins honteux, dissimulé, caché. L'idée d'un vote caché, nous, dans les instituts de sondage, on a toujours été très sceptiques et les résultats nous ont plutôt montré que on pouvait avoir des difficultés de qualité sur des échantillons, mais il n'y a pas de vote caché, dissimulé du côté du RN. Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos, vous restez avec nous sur France Info. On vous retrouve dans quelques instants pour continuer à décortiquer ce sondage que vous nous proposez à 2 jours maintenant du premier tour des élections législatives. Ce sera après le fil info à 8h50 avec Thomas Giraudot. Emmanuel Macron vise le Rassemblement national à 2 jours du premier tour des législatives. Le chef de l'État a dénoncé l'arrogance du RN qui, selon lui, a déjà en tête un gouvernement au complet avant même le scrutin. La participation s'annonce très élevée, 15 points de plus qu'en 2022, d'après un sondage Ipsos pour Radio France, France Télévisions et Le Monde. Avec un impact sur le nombre de triangulaires au second tour, il pourrait y en avoir jusqu'à 250 selon Brice Teinturier, le directeur général délégué d'Ipsos, invité du 8h30 France Info. En Amérique centrale, le président du Salvador sanctionne les fonctionnaires qu'il juge trop en faveur des personnes LGBT. Il vient d'annoncer la révocation de plus de 300 membres du ministère de la Culture, officiellement parce qu'ils promeuvent des programmes, des spectacles incompatibles avec la vision du gouvernement. Et puis lui, il va jouer avec son père. C'est une première en NBA et le nom de son aïeul vous dit forcément quelque chose. Bronny James, le fils de LeBron James, la légende du basket américain, rejoint son père aux Lakers. La franchise de Los Angeles vient de le sélectionner lors de la draft NBA. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Benjamin Fontaine. Toujours avec Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. On parlait à l'instant des moteurs du vote Rassemblement national. L'immigration citée à 77% comme motivation du vote des électeurs de Jordan Bardella. Il y a eu un débat sur les binationaux qui agitait cette campagne. Le Rassemblement national veut empêcher les Français qui ont une autre nationalité d'occuper des emplois extrêmement sensibles. Et hier, il y a un député sortant RN qui a même parlé du fait d'interdire les postes ministériels, les fonctions de ministre aux binationaux. Le président a réagi, il a parlé
parler de dissolution des esprits, ce genre de polémique où on a tout le monde qui s'offusque et qui condamne le Rassemblement national, est-ce que c'est de nature à enrayer la dynamique du parti pour ses électeurs ou ça ne change absolument rien? Non, je ne crois pas que ça soit de nature à enrayer cette dynamique. Pourquoi? Parce que d'abord, pour les électeurs actuels du Rassemblement national, les 36% que nous mesurons aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose que globalement, qui leur convient globalement. Cette idée qu'il ne faudrait pas confier des postes de responsabilité importants à des binationaux, ça semble, je dis bien ça semble, frapper au coin du bon sens. Donc c'est pas ça qui va modifier substantiellement leur raisonnement ou introduire une fêlure dans leur raisonnement. En revanche, dans d'autres électorats, ça conforte cette idée que le RN voudrait systématiquement classer, différencier les Français et qu'il y a menace. Donc c'est typiquement le genre de sujet, je crois, où vous renforcez les convictions de chaque camp. C'est ça qui est très difficile aujourd'hui de fabriquer. C'est un espace de délibération où des gens d'une opinion différente pourraient être sensibles à des arguments du parti adverse. La polarisation est telle que cet espace de délibération a beaucoup diminué et chacun est dans son corridor et cherche la confirmation de ses propres a priori ou opinions devant un débat ou devant une polémique, davantage qu'il n'entend quelque chose qui pourrait venir l'ébranler, on va dire. Une France fracturée, divisée en plusieurs blocs, les Français ont vraiment envie d'une cohabitation? Ils ont envie de cette France archipélisée politiquement? La cohabitation, ce n'est jamais le résultat d'un désir collectif. C'est une illusion de s'imaginer cela, même quand il y a une cohabitation qui survient. C'est l'effet d'un certain nombre de variables, de votes qui vont s'additionner. C'est l'effet d'un vote sanction contre Emmanuel Macron, potentiellement. C'est l'effet aussi, tout simplement, là, d'une dissolution. Et vous avez, encore une fois, des électorats pour lesquels, eh bien, l'espace des possibles se réouvre, parce que pour le bloc de gauche ou pour le RN, l'idée d'une alternance, il fallait attendre 3 ans jusqu'en 2027. Donc c'est là où vous avez une mobilisation importante. De là en déduire qu'ils voudraient la cohabitation, non. Ils veulent une alternance. Simplement, cette dissolution leur donne la possibilité d'une alternance beaucoup plus rapide que ce qu'ils pensaient, et notamment qu'en 2027. Est-ce qu'ils ont des craintes, ces Français, pour les prochaines semaines? Parce qu'Emmanuel Macron a évoqué, lui, le risque d'une guerre civile dans un podcast. Les programmes du RN, de LFI mènent à la guerre civile. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une crainte dans l'opinion qu'il y a un embrasement après les résultats? C'est une crainte qui a beaucoup baissé. Elle était très puissante il y a 6, 7, 8 ans. On voyait très bien dans les études qualitatives et quantitatives que l'idée d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement national et d'émeutes dans des banlieues avec des soulèvements contre le RN était quelque chose de présent chez les électeurs et qui pouvait les inquiéter. Ça a quand même baissé. C'est quand même une idée qui a baissé. Vous avez aussi le sentiment chez de nombreux électeurs que ces violences-là existent déjà. Les émeutes urbaines d'il y a 1 an, elles sont présentes à l'esprit des Français. Et vous constatez qu'ils sont particulièrement inquiets, qu'il y a un climat anxiogène? Oui, il y a un climat où les Français nous disent très clairement, quand vous les interrogez sur la France, sur leur propre situation, etc., qu'ils sont inquiets, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont même angoissés pour une partie d'entre eux. Donc les sentiments négatifs prédominent très très largement et ils sont marqués par cette idée d'incertitude, de monde dangereux, de menaces multiples. Et là, de ce point de vue, on a beaucoup progressé, si je puis dire, par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Brice Teintourier, il faut quand même qu'on dise un mot de la participation parce que 63% des sondés ont l'intention d'aller voter. On rappelle que la participation était de 47,5% au premier tour des législatives en 2022. À qui elle pourrait profiter cette mobilisation? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Oui, et d'abord il est difficile d'y répondre. Et dans ce que nous mesurons, nous ne voyons pas de différentiel de mobilisation en faveur d'un camp plutôt que de l'autre extrêmement marqué. Tout le monde progresse un peu. Les jeunes sont sous-représentés dans les intentions d'aller voter, plutôt aux alentours de 50%, mais c'est une forte progression par rapport aux européennes malgré tout. Les plus âgés ont également progressé, partaient d'un niveau plus élevé. Donc on ne voit pas de mobilisation qui nous permettrait de dire ça va profiter soit à la gauche, soit au RN. Ça se distribue à peu près pour chaque force politique. Et est-ce que ça touche un peu à la fiabilité de votre sondage justement?
Parce que là où ça joue, c'est Parce surtout... que plus il y a de monde, plus il y a de votes dispersés et forcément des voix qui peuvent s'éparpiller un peu partout. Pour nous, les élections les plus difficiles, ce sont les élections fortement abstentionnistes. Donc c'est pas ça le sujet principal, mais ça a un effet sur le nombre de triangulaires, évidemment, on en a parlé, je dis 250 environ. Et du coup, comme vous avez cet effet-là, plus un nombre de candidats beaucoup plus restreint que dans les précédentes législatives, vous avez un effet de concentration sur les 3 ou 4 principales forces, notamment les 3 principales forces, et c'est pour ça que vous aurez autant de triangulaires. Et ça a un effet potentiellement sur le second tour, donc sur l'ensemble de l'élection. Donc cette participation, elle est extrêmement importante, mais par les effets qu'elle produit en termes de qualification pour le second tour. Et les consignes de vote, c'est important. Et est-ce que c'est suivi par les électeurs? C'est peu suivi et de moins en moins suivi, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important. Parce que le rôle d'un responsable ou d'une formation politique, c'est d'indiquer une ligne. Après, les électeurs la suivent ou pas. Mais dans un système de plus en plus confus, si vous n'avez même pas ce repère, et ce repère clair indiqué par les responsables politiques, alors là, vous êtes dans la confusion absolue. C'est pour ça que la clarification qui a servi aussi d'argument à Emmanuel Macron dans la dissolution, elle n'est absolument pas achevée. Elle le concerne tout autant que les autres formations politiques, et on verra à partir de dimanche quel type de clarification on a, notamment sur les alliances ou sur les retraits. Et c'est important que ce soit massivement ou pas suivi par les électeurs pour qu'au moins le système politique soit davantage clair et que les options soient identifiables par les électeurs. Merci Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos, d'avoir été l'invité de France Info ce matin. On se donne rendez-vous dimanche soir dès 20h sur France Info pour les premières estimations de ce premier tour des législatives. On verra si les prédictions sont bonnes. Merci Agathe. Dans moins de 5 minutes maintenant, Renaud Dely me rejoint pour les informer. On va se demander ce matin notamment si la majorité peut disparaître dès le premier tour. En tout cas, c'est sa crainte. On va en parler avec nos informés dans 5 minutes. L'info continue sur France Info.